Elle avait été laissée seule avec son bébé au cœur du désert brûlant. Sans eau, sans espoir, la mort se refermant sur elle comme un étau. Mais alors que ses forces l'abandonnaient, une silhouette apparut à elle horizon. Ce qui se passa ensuite restera gravé en vous bien après la fin de ce récit. Le soleil zénital frappait impitoyablement les dunes ocres du Grand Sud. Élise Mercier serrait sa fille de 3 mois, Rose, contre sa poitrine, tentant désespérément de protéger elle enfant de la chaleur implacable. Ses lèvres gercées tremblaient tandis qu'elle trébuchait, forçant un pied devant elle autre dans le sable mouvant. La gourde en peau qui pendait à son épaule était sèche depuis elle aube, et le maigre baluchon de vivre que son mari avait laissé derrière lui était presque épuisé. « Tout ira bien, Rose », chuchota-t-elle à l'enfant qui gémissait faiblement. « Nous trouverons de elle, au bientôt. » Mais Élise savait que ces paroles, étaient que des promesses vides. Henri les avait abandonnées 3 jours plus tôt, prétextant qu'il ne pouvait supporter la charge une famille dans ces terres frontalières hostiles. Il avait pris leur carriole, le cheval et la majeure partie des provisions, laissant à Élise juste de quoi survivre un jour ou deux. À présent, au 3e jour, la faim semblait inéluctable. C'était en 1879, et les confins du territoire colonial étaient aussi impitoyables que immenses. Élise était venue ici avec Henri, bercée par des rêves de vie nouvelle. Fille un riche soyeux de Lyon, elle était éprise de ce vagabond charmeur malgré les objections de ses parents. Aujourd'hui, elle comprenait cruellement pourquoi il l'avait mise en garde. Alors que le soleil atteignait son point culminant, les jambes d'Élise se dérobèrent. Elle effondra à genoux, maintenant toujours Rose contre elle dans un geste protecteur. Les pleurs du bébé étaient affaiblis, signe terrifiant que la déshydratation faisait son œuvre. « Je vous en supplie, mon Dieu », pria Élise, les larmes traçant des sillons dans la poussière qui couvrait son visage. « Pas mon bébé. Prenez-moi si vous le devez, mais épargnez ma petite Rose. » Au loin, une forme apparut, vacillante dans les ondes de chaleur qui élevaient du sol. Au début, Élise crut à un mirage, une cruelle plaisanterie de son esprit à elle agonie. Mais à mesure que la silhouette grandissait, elle réalisa que agissait un homme à cheval. La peur lui serra le cœur. Les tensions entre les colons et les tribus nomades étaient vives dans la région. Les récits des attaques et de violences avaient ponctué leur voyage vers le sud. Mais dans son état actuel, Élise avait plus la force de fuir ni de se cacher. Le cavalier approcha avec prudence. Était un homme du désert, un guerrier au visage bronzé par le soleil et aux longs cheveux noirs. Son expression était sévère, mais sans menace immédiate. Ses yeux, sombres et perçants, évaluaient la femme et l'enfant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. En travers de sa selle gisait une gazelle fraîchement chassée. De tel haut, réussit à coasser Élise, soulevant légèrement Rose comme pour souligner son désespoir. « Je vous en prie, mon bébé a besoin d'eau. » Le guerrier, observa un long moment. Il retournait vers son petit groupe de chasse après une traque fructueuse lorsqu'il avait aperçu cette femme blanche et son enfant. Celui que son peuple appelait loup solitaire avait toutes les raisons de passer son chemin. Les colons avaient repoussé sa tribu de leurs terres ancestrales, les forçant vers des territoires de plus en plus arides. Mais la détresse dans les yeux de la femme et les pleurs faibles du nourrisson touchaient à quelque chose de plus profond que les conflits de territoire. Un léger signe de tête, il mit pied à terre et détacha une outre de sa selle. Élise accepta avec des mains tremblantes, humidifiant à bord les lèvres de Rose avant de boire elle-même par petites gorgées. L'eau était tiède, mais elle lui parut être le nectar le plus doux qu'elle eût jamais goûté. « Merci, murmura-t-elle, la voix un peu plus assurée. Vous nous avez sauvé la vie. » Loup solitaire acquiesça de nouveau, le visage toujours fermé. Il scruta horizon, cherchant clairement autres personnes qui pourraient l'accompagner. « Mon mari, » commença Élise, hésitante, la honte colorant ses mots. « Il est parti. Il nous a laissés il y a 3 jours. » La compréhension passa dans le regard du guerrier. L'abandon était une offense grave dans sa culture, surtout lorsqu'il agissait d'une mère et de son enfant. Il regarda le petit paquet qui constituait tout avoir Élise, puis l'immensité désertique qui les entourait, et prit une décision. Par des gestes et les quelques mots de français qu'il connaissait, Loup solitaire indiqua à Élise qu'elle devait venir avec lui. Son groupe de chasse avait établi un campement non loin de là, et ils retourneraient à leur village le lendemain. Élise hésita. Suivre un guerrier nomade était effrayant et allait à l'encontre de tout ce qu'on lui avait appris. Mais rester ici signifiait une mort certaine pour elle et Rose. « Je viens avec vous, » dit-elle finalement en luttant pour se relever. Loup solitaire, aida à monter sur sa monture, installant devant lui en sécurité, le bébé blotti entre eux. Alors qu'ils chevauchaient vers le campement,
Élise ressentit un étrange mélange de peur et de désespoir. Elle avait perdu tout ce qu'elle connaissait, mais peut-être qu'elle et Rose venaient de recevoir une seconde chance. Le soleil entamait sa descente lorsqu'ils approchèrent un petit bivouac niché contre un affleurement rocheux. 3 autres guerriers levèrent les yeux, surpris, en voyant Loup Solitaire arriver avec une femme blanche et son bébé. Élise sentait peser sur elle leur regard soupçonneux, mais son sauveur adressa à eux dans leur langue, un ton ferme mais respectueux. Après ce qui sembla une éternité, un des guerriers les plus âgés hocha la tête et fit un geste vers le feu. Ce soir-là, Élise mangea de la viande issue de la chasse de Loup Solitaire et but, au clair de la source qui jaillissait près du camp. Rose, rafraîchie et apaisée par la fraîcheur du soir, dormait paisiblement pour la première fois depuis des jours. Alors que les étoiles envahissaient le ciel du désert, Élise observait Loup Solitaire discuter avec ses compagnons. Elle ne comprenait pas leurs mots, mais elle devinait le débat que sa présence suscitait. Elle se demandait ce que le lendemain apporterait et si elle avait eu raison de faire confiance à ce guerrier silencieux qui lui avait tendu la main au moment où elle en avait le plus besoin. « Merci », dit-elle encore lorsqu'elle approcha pour vérifier leur état avant de se retirer vers sa couche. « Je ne connais pas votre nom, mais je vous dois nos vies. »« Loup Solitaire », répondit-il dans un français accentué, ce qui la surprit. Puis il la désigna du doigt. « Je m'appelle Élise », dit-elle. « Et voici Rose. » Il hocha la tête une fois, son expression adoucissant imperceptiblement en regardant enfant endormi. Puis il retourna à sa place près du feu, laissant Élise interroger sur étrange tournant qu'avait pris sa vie et sur le destin qui les attendait au sein de la tribu. Le voyage vers le village prit la majeure partie de la journée suivante. Élise chevauchait derrière Loup Solitaire, Rose attachée dans une écharpe de fortune contre sa poitrine. Les autres guerriers suivaient, jetant parfois des regards méfiants dans sa direction. Le paysage désertique cédait peu à peu la place à un terrain plus varié. Une végétation éparse, des rochers sculptés par le vent, et finalement un petit ruisseau marquant la limite de leur territoire. À l'approche du campement principal, angoisse Élise monta un cran. Quel accueil réservait-on à une femme blanche et son enfant dans un village nomade? Les histoires qu'elle avait entendues des autres colons peignaient un tableau sinistre, mais l'homme qui les avait sauvés avait montré que de la bonté, même si était une bonté réservée et prudente. Le village apparut enfin. Un ensemble de tentes disposées en demi-cercle, où élevaient les fumées des feux de cuisine. Des enfants jouant près du périmètre repérèrent le retour des chasseurs et coururent vers eux, leur voix excitée portée par la brise de après-midi. Lorsqu'ils remarquèrent Élise et Rose, ils arrêtèrent net, la curiosité écarquillant leurs yeux. Une foule commença à se former alors que Loup Solitaire aidait Élise à descendre de cheval. Elle se tenait là, nerveuse, serrant Rose contre elle, sentant le poids de dizaines de regards. Les murmures parmi les membres de la tribu amplifièrent, et Élise perçut la tension dans leur voix. C'est alors qu'une femme âgée émergea de la plus grande tente. Son visage était profondément marqué par l'âge, mais son dos restait droit et fier. Elle portait un collier complexe de perles et de dents animaux, signe de son importance. La foule écarta respectueusement sur son passage. Loup Solitaire avança et parla longuement à la vieille femme, désignant parfois Élise et Rose. Élise observait le visage de aïeule, tentant de décrypter sa réaction. Après un long moment, la vieille femme approcha d'Élise, ses yeux noirs scrutant la mère et l'enfant. « Ma grand-mère, Étoile du matin, est notre guérisseuse », expliqua Loup Solitaire dans son français limité. « Elle demande pourquoi tu es seule. » Élise déglutit difficilement, cherchant sa voix. « Mon mari nous a abandonnés dans le désert. Il a pris notre chariot et nos vivres. Il nous a laissés pour mourir. » La honte de prononcer ces mots à voix haute fit monter de nouvelles larmes à ses yeux, mais elle les refoula, déterminée à garder sa dignité. Loup Solitaire traduisit, et l'expression de la vieille femme passa de la suspicion à quelque chose de plus complexe, un mélange de désapprobation et de sympathie. Elle tendit une main noueuse pour effleurer la joue de Rose, puis dit quelques mots au guerrier. Elle dit « Aucun enfant ne doit souffrir pour la faiblesse des impairs », traduisit-il. « Tu restes jusqu'à ce que tu sois forte de nouveau. Ensuite, nous déciderons. » Le soulagement envahit Élise comme une pluie fraîche. « Merci, dit-elle, adressant sa gratitude à la fois à Loup Solitaire et à Étoile du matin. Je ne serai pas un fardeau. » Les jours suivants furent un apprentissage intense pour la jeune femme. Étoile du matin désigna une jeune fille nommée Colombe pour aider. Colombe ne parlait pas français, mais par des gestes et beaucoup de patience, elle apprit à Élise comment occuper de Rose selon les méthodes de la tribu, comment fabriquer un porte-bébé plus confortable, comment préparer une pâte de racine pour apaiser les rougeurs de l'enfant, comment laver le linge dans le ruisseau.
Élise observait la vie quotidienne du campement, notant la répartition du travail, le respect témoigné aux anciens et l'éducation communautaire des enfants. Était si différent de la vie individualiste des colons, et pourtant, il y régnait une efficacité et une harmonie indéniables. Loup solitaire gardait ses distances, mais Élise sentait souvent son regard sur elle. Il était respecté dans la tribu, non pas comme un chef, mais comme un guerrier de rang dont opinion comptait. Elle apprit par les gestes de Colombe que qu'il avait perdu sa femme, emportée par la maladie 2 hivers plus tôt, et que qu'il n'avait pas des enfants. Au 5e jour, Élise décida qu'il était temps de contribuer. Elle approcha un groupe de femmes préparant des pots et signifia sa volonté d'aider. Elles parurent sceptiques, mais la laissèrent se joindre à elle. Son père négociant avait veillé à ce qu'elle apprenne la couture fine. Et bien que le travail fût ici plus rude, sa dextérité impressionna bientôt les femmes de la tribu. Ce soir-là, alors qu'elle était assise près d'un feu, Rose dormant paisiblement à ses côtés, Loup solitaire approcha et assis à une distance respectueuse. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, dit-il. Les femmes disent que tu as de bonnes mains. Je veux aider, répondit Élise. Vous avez tous été bons pour nous. Loup solitaire hocha la tête, son regard se posant sur le nourrisson endormi. L'enfant est plus forte maintenant. Oui, grâce aux soins de votre peuple. Élise hésita, puis posa la question qui la tourmentait. Que arrivera-t-il à nous, Loup solitaire, quand nous serons fortes de nouveau, comme a dit Étoile du matin? Il resta silencieux un long moment, fixant les flammes. Ce sont des temps difficiles pour mon peuple. Les soldats blancs nous poussent hors de nos terres. Beaucoup ne feraient confiance à aucun visage pâle. Il la regarda droit dans les yeux. Mais abandonner une mère et un enfant est mal, dans toutes les langues. Étoile du matin le dit. Je le dis. Alors nous pouvons rester? Demanda Élise, elle d'espoir gonflant sa poitrine. Pour elle l'instant, répondit-il avec prudence. Mais tu dois comprendre. Certains dans la tribu se méfient encore. Tu dois prouver que tu es digne de protection. Élise acquiesça, comprenant la précarité de leur situation. Je travaillerai dur. J'y apprendrai vos coutumes. Je haine, et nulle part où aller. Et Rose a besoin. Elle laissa sa phrase en suspens, ne sachant trop comment exprimer le sentiment de sécurité qu'elle avait trouvé ici, malgré sa peur initiale. Rose a besoin d'une famille, finit Loup solitaire à sa place. Tous les enfants ont besoin d'une famille. La vérité simple de ces mots frappa Élise en plein cœur. Oui, murmura-t-elle. C'est vrai. Leur conversation fut brutalement interrompue par des cris provenant de la périphérie du campement. Loup solitaire bondit sur ses pieds, la main glissant instinctivement vers le manche de son poignard à la ceinture. Élise rassembla précipitamment Rose dans ses bras, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle voyait les guerriers courir vers la source du tumulte. « Reste ici », ordonna Loup solitaire avant de élancer pour rejoindre les autres. Élise serra l'enfant contre elle, tentant de calmer sa propre respiration saccadée alors que le bébé commençait à agiter, troublé par l'agitation soudaine. Partout, les femmes rassemblaient leur progéniture pour les diriger vers le centre du village. Colombe apparut soudain à ses côtés, lui faisant signe avec insistance de la suivre. Elle guida Élise vers la tente des Étoiles du matin, où plusieurs femmes et enfants étaient déjà réfugiés. La vieille guérisseuse trônait calmement au centre, elle d'expression grave mais composée. « Que se passe-t-il » demanda Élise, sachant qu'elle ne comprenait pas ces mots, mais espérant que son ton transmettrait l'urgence de la question. Étoile du matin prononça quelques paroles et Colombe tenta de mimer la situation. Des hommes à cheval. Des soldats. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Élise. La cavallerie. Sans doute une patrouille à la recherche de natifs hostiles. Que penserait-il d'une femme blanche vivant au sein de la tribu? La croirait-il captive? La forcerait-il à partir avec eux? L'idée d'être séparée de ces gens qui elle avait sauvés, elle et Rose, elle l'emplissait d'une terreur inattendue. En moins d'une semaine, cet endroit était devenu bien plus un foyer que ne avait jamais été le chariot partagé avec Henri. De l'extérieur, le bruit des sabots se rapprochait, suivi de voix des hommes criant des ordres. Élise reconnut le ton autoritaire des officiers. Elle baissa les yeux sur Rose, puis regarda les femmes autour d'elle, dont les visages étaient crispés par la peur et l'incertitude. C'est à cet instant précis que Élise Mercier prit une décision qui allait changer le cours de sa vie à jamais. « Je dois sortir », déclara-t-elle en se levant. Les femmes la regardèrent avec alarme, et Colombe saisit son bras, secouant la tête vigoureusement. Étoile du matin intervint d'une voix impérieuse, et Colombe relâcha son étreinte à contre-cœur. La vieille femme approcha, ses yeux noirs sondant le visage d'Élise.
Ce qu'elle y vit sembla la satisfaire, car elle hocha la tête une fois et écarta. « Je ne les laisserai pas faire de mal à votre peuple, promit Élise, même si elle savait qu'elle ne comprenait pas. Vous nous avez sauvés. Est à mon tour. » Rose solidement attachée contre sa poitrine, Élise sortit de la tente dans la lumière déclinante du jour. À la lisière du village, elle aperçut 5 cavaliers, leurs uniformes bleus tranchant nettement sur elle ocre du désert. Loup solitaire et plusieurs autres guerriers leur faisaient face, armes baissées mais prêts à l'action. Un des soldats, un lieutenant à en juger par ses galons, parlait fort et lentement, comme si le volume pouvait combler le fossé linguistique. Nous recherchons une femme blanche et son nourrisson, portés disparus un convoi il y a 3 semaines. Son mari affirme que des pillards les ont enlevés. Le sang Élise se glaça. Henri ne les avait pas seulement abandonnés, il mentait pour couvrir ses traces. Elle avança, le cœur battant, mais la volonté inébranlable. Je suis la femme que vous cherchez. Lança-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait espéré. Toutes les têtes se tournèrent vers elle, les soldats avec surprise, les membres de la tribu avec inquiétude. Le lieutenant fit avancer sa monture de quelques pas. « Madame, êtes-vous Élise Mercier? Nous vous cherchons depuis plus d'1 semaine. »« C'est moi, confirma-t-elle en s'approchant, mais en arrêtant près de Loup solitaire, dont elle pouvait sentir la tension irradier comme une force physique. « Mais je n'ai pas été capturée, lieutenant. Ces gens m'ont sauvé la vie, ainsi que celle de ma fille. » Officier fronça les sourcils, la confusion évidente sur son visage brûlé par le soleil. « Votre mari a rapporté que des guerriers avaient attaqué votre chariot, tué votre conducteur et vous avez emmené avec elle l'enfant. » Le rire Élise fut amer. « Mon mari astérisque était astérisque notre conducteur, lieutenant. Et il est bien vivant. Ou du moins, il était quand il nous a abandonnés dans le désert avec à peine un jour eaux et de vivres. » Elle prit une profonde inspiration. « Cet homme, dit-elle en désignant Loup solitaire, nous a trouvés mourantes de soif et nous a amenés ici. Son peuple nous a soignés, nourris et abrités. » Le lieutenant échangea des regards avec ses hommes, visiblement incertains de la marche à suivre. « Madame, quelles que soient les circonstances, nous devons vous escorter jusqu'au Fort Saint-Louis. Il n'est pas convenable pour une femme blanche de rester parmi des sauvages. » Des murmures élevèrent parmi les guerriers à cette insulte, bien qu'ils ne comprissent pas le mot exact. La tension épaissit dans l'air. « Ces gens ne sont pas des sauvages, » répliqua fermement Élise. « Ils ont fait preuve de plus d'humanité que mon propre mari. Je ne viendrai pas avec vous. Madame Mercier, je crains que vous n'ayez pas le choix, » dit le lieutenant, sa main se posant sur la crosse de son pistolet. Et des ordres. Loup solitaire fit un pas, se plaçant légèrement devant Élise, un geste protecteur plutôt que possessif. Il prononça quelques mots dans sa langue, puis dans un français haché. Elle choisit de rester. « Vous, partir maintenant. » Le visage du lieutenant se durcit. « Écartez-vous. Cette femme doit être avec les siens. » « Lieutenant, » interposa Élise avant que la situation ne dégénère. « Puis-je vous parler en privé un instant ?» Après une hésitation, il acquiesça et mit pied à terre, éloignant à courte distance de ses hommes et des guerriers. Élise le suivit, ajustant Rose dans son écharpe. « Lieutenant, quel est votre nom ?» demanda-t-elle une fois hors de portée de voix. « Lieutenant Thomas Perrier, madame. »« Lieutenant Perrier, je comprends que vous suiviez des ordres, mais vous devez comprendre ma situation. Mon mari, Henri Mercier, nous a abandonnés. Ces gens nous ont sauvés et traités avec rien autre que de la bonté. » Elle prit un risque calculé. « Êtes-vous père de famille, lieutenant ? Et une épouse et 2 enfants qui attendent au pays, » admit-il. « Alors imaginez ce que vous ressentiriez si quelqu'un qui avait abandonné votre femme et vos enfants à une mort certaine revenait les chercher en prétendant qu'ils ont été kidnappés. » Elle laissa les mots faire leur chemin. « Henri ne veut pas mon retour, lieutenant. Il veut dissimuler son crime. Si vous me ramenez au fort, il nous abandonnera de nouveau, ou pire. » Perrier fronça les sourcils, visiblement troublé. « Madame Mercier, je sympathise avec votre détresse, mais et mes ordres. »« Alors changez-les, » pressa Élise. « Rapportez que vous n'avez trouvé aucune trace de nous, ou que vous avez trouvé des preuves de notre mort dans le désert. N'importe quoi, plutôt que de nous forcer à retourner vers un homme qui a laissé sa propre fille mourir de soif. » Le lieutenant la regarda longuement, puis posa les yeux sur Rose, qui était réveillée et elle observait de ses grands yeux innocents. Son expression seducit. Elle armée n'a pas juridiction sur les affaires domestiques, seulement sur les attaques tribales. Si, comme vous le dites, il n'y a pas eu des attaques. Il n'y en a eu aucune, confirma Élise.
Seulement de la bonté de la part des étrangers, là où mon époux N en a montré aucune. Perrier passa une main dans sa courte barbe, en plein conflit intérieur. Je pourrais rapporter que nous avons trouvé des indices suggérant que vous avez péri dans les sables. Il y aura une enquête, mais sans corps. Il laissa la phrase en suspens. Merci, souffla Élise, soulagée. Est tout ce que je demande. Mais Madame Mercier, continua Perrier en baissant la voix. Vous devez comprendre ce que vous choisissez. La vie ici est rude, surtout pour une étrangère. Et si jamais vous changez des avis, je comprends le choix que je fais, elle interrompit doucement Élise. Mieux que vous ne le pensez. Ils retournèrent vers les groupes qui attendaient, la tension toujours palpable. Perrier remonta en selle et adressa à ses hommes. Nous avons été mal informés. Hélène, y a pas eu de raid. Le mari de Madame Mercier, elle, a abandonné, et elle a été secourue par ses gens. Elle a choisi de rester avec eux pour le moment. Les soldats échangèrent des regards stupéfaits, mais aucun ne questionna elle, officier. Perrier se tourna vers Loup Solitaire, qui avait observé elle échange avec intensité. Prenez soin des elle, dit-il. Ce n'était pas tout à fait une question, ni tout à fait un ordre. Loup Solitaire inclina la tête une fois, le visage solennel. Elles sont sous ma protection. Sur ce, Perrier fit signe à ses hommes et ils détournèrent leurs chevaux du village. Alors que Hilès éloignait, Élise sentit un poids immense quitter ses épaules, même si elle reconnaissait l'ampleur de sa décision. Loup Solitaire se tourna vers elle, ses yeux sombres elle l'interrogeant. « Tu choisis de rester ?»« Oui, » répondit simplement Élise. « Si votre peuple veut bien de nous. » Il traduisit pour les membres de la tribu rassemblée, et une discussion ensuivit, plusieurs guerriers parlant avec passion. La voix des « étoiles du matin » finit par élevée au-dessus des autres. Ces mots portaient une autorité naturelle malgré son grand âge. Lorsqu'elle eut fini, un silence tomba sur le groupe. « Que a-t-elle dit » demanda Élise. « Elle dit que les esprits vous ont conduit à nous pour une raison. Que l'esprit de Rose est fort, comme celui une enfant du peuple. Que tu as montré du courage face aux soldats. Expression de Loup Solitaire, restait sérieuse. Elle dit que tu peux rester et apprendre nos voix. » Ce soir-là, alors que Rose dormait paisiblement dans la petite tente qu'on leur avait préparée, Élise assis dehors sous la vaste voûte étoilée. Le village était devenu calme, seul le crépitement occasionnel des feux mourants brisait le silence. Elle entendit des pas feutrés approcher et leva les yeux pour voir Loup Solitaire. Il assis près d'elle, lui offrant une petite coupe en bois remplie une infusion aux herbes odorantes. « Merci, » dit-elle en acceptant avec gratitude. La nuit était devenue fraîche et la boisson chaude était bienvenue. Ils restèrent assis dans un silence complice un moment, contemplant tous deux les étoiles. « Tu as fait un choix difficile aujourd'hui, » dit finalement Loup Solitaire. « Un choix courageux. » Élise but une gorgée de son thé, pesant ses mots. Cela ne ressemblait pas vraiment à un choix. Ces soldats nous auraient ramenés au fort, ou Henri nous aurait abandonnés de nouveau, ou... Elle ne put finir sa pensée. Loup Solitaire hocha la tête, comprenant. Certains hommes ne sont pas dignes d'être appelés pères. Dans ta tribu, demanda Élise, qu'arrive-t-il aux femmes dont les maris les abandonnent? La famille les accueille. La tribu les protège. Les enfants appartiennent à nous tous. Il fit un geste large englobant le village. Ici, personne ne meurt de faim seul. La vérité simple de ces paroles toucha profondément Élise. Dans les colonies, une femme sans mari faisait souvent face au dénuement et au mépris, surtout avec un enfant. Ici, bien qu'étrangère, on lui avait offert abri et protection. « Je veux apprendre, » dit-elle soudainement. « Tout. Votre langue, vos coutumes. Je veux que Rose connaisse les deux mondes. » Elle se tourna pour lui faire face. « Aideras-tu, Loup Solitaire ?» Il étudia son visage à la lueur des étoiles, pensif. « Ce ne sera pas un chemin facile. Certains te verront toujours comme une étrangère. »« Je sais, » reconnut-elle. « Mais rien de ce qui en vaut la peine est jamais facile. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Élise vit ombre un sourire sur le visage de Loup Solitaire. Un petit sourire, mais sincère. « Demain, nous commençons, dit-il. » Une année écoula, puis une autre. Les saisons enchaînaient selon leur rythme immuable. Des étés de plomb, des automnes brefs aux couleurs de feu, des hivers implacables et des printemps vibrants de vie. Au fil des mois, Élise et la petite Rose ancrèrent davantage dans le quotidien de la tribu. Le vocabulaire d'Élise enrichissait chaque jour et, bien que son accent trahît toujours ses origines lointaines, elle pouvait désormais converser avec la plupart des membres du clan. Rose, qui venait de fêter ses 3 ans, maniait déjà le français et la langue du peuple avec cette fluidité naturelle propre aux très jeunes enfants.
Élise veillait cependant à lui parler sa langue maternelle quotidiennement, lui racontant les rues pavées de Lyon et lui lisant les rares ouvrages qu'elle avait réussi à sauver de son ancienne vie. Une Bible, un recueil de poèmes et un exemplaire écorné de contes anciens. La tribu avait déplacé son campement 2 fois durant cette période, suivant les schémas ancestraux pour éviter d'épuiser les ressources une seule zone. Élise avait appris à démonter leur tente avec efficacité, à chevaucher avec assurance et à contribuer de manière significative aux besoins de la communauté. Son talent pour la couture était mué en un art du perlage complexe. Ses créations ornaient désormais mocassins et tuniques et servaient parfois de monnaie des échanges avec des autres tribus ou, plus rarement, avec des marchands de confiance. En ce matin particulier, Élise apprenait à Rose à identifier les plantes comestibles aux abords de leur nouveau campement, situé dans une vallée fertile baignée par un ruisseau permanent. Colombe, devenue la plus proche amie d'Élise malgré la barrière de la langue de leur début, les accompagnait avec sa propre fille, de quelques mois elle aînée de Rose. Celle-ci, maman, demanda Rose en pointant une plante aux petites fleurs blanches. Élise se pencha pour l'examiner avec attention. Non, mon cœur. Elle ressemble à la carotte sauvage, mais regarde ces taches rouges sur la tige. Est de la grande ciguë. Est du poison. Souviens-toi, des taches sur la tige, on ne touche pas. Rose hocha la tête solennellement, assimilant ses leçons de survie avec un sérieux étonnant pour son jeune âge. Comme loup solitaire, Noël a appris. Oui, exactement comme loup solitaire, Noël a appris. Élise sourit, songeant aux heures patientes que le guerrier avait passées à leur enseigner quelles plantes étaient sûres et lesquelles étaient mortelles. Loup solitaire était devenu une présence constante dans leur vie, tout en maintenant toujours une distance respectueuse. Il avait appris à Élise à chasser le petit gibier, à lire les signes du temps, à s'orienter aux étoiles. Pour Rose, il était une figure protectrice qui lui rapportait de petits trésors. Une pierre au reflet étrange, une plume de faucon, un petit cheval sculpté dans du bois flotté. La tribu avait remarqué son attention envers la femme blanche et son enfant, et les langues allaient bon train, bien que jamais à portée des oreilles d'Élise. Leur cueillette fut interrompue par le bruit sourd de sabots frappant la terre. Colombe se tendit, mais se détendit aussitôt en reconnaissant les cavaliers. Était leur propre groupe de chasse qui rentrait plus tôt que prévu. Pourtant, quelque chose dans leur urgence mit les sens d'Élise en alerte. « Reste avec Colombe », ordonna-t-elle à Rose, avant de se hâter vers le campement. Loup solitaire mit pied à terre à son approche, le visage grave. « Des soldats blancs », dit-il sans préambule. « Ils arrivent en nombre par ici. » Le cœur d'Élise sombra. Au cours des 2 dernières années, les relations entre le peuple et l'armée étaient encore détériorées. La tribu avait réussi à éviter les conflits majeurs en restant mobile et en fuyant la confrontation, mais la tension était permanente. « Combien ? À quelle distance ?» demanda-t-elle. 2 jours de marche. Peut-être 50 hommes. Ses yeux sombres rencontrèrent ceux d'Élise. Ils ont des canons. Le sang d'Élise se glaça. Ce n'était pas une patrouille ordinaire. Était une force destinée à soumettre ou à détruire. Nous devons partir, maintenant. Loup solitaire acquiesca. Le conseil se réunit. Tu devrais venir. Le conseil tribal se composait du chef 4 ours, des guerriers vétérans et des étoiles du matin en sa qualité de guérisseuse. Malgré son intégration, Élise avait jamais été invitée à une telle assemblée auparavant. Elle suivit Loup solitaire jusqu'au feu central où les dirigeants se rassemblaient déjà. 4 ours, un homme imposant dans la cinquantaine, le visage raviné par le soleil et les épreuves, reconnut sa présence un signe de tête. Durant les 2 années où elle avait vécu parmi eux, il avait fini par l'accepter, bien qu'il restât plus réservé que des autres. La discussion se tenait dans la langue du peuple, et Élise la suivait avec attention, demandant parfois à Loup solitaire d'éclaircir un mot ou une phrase. Les éclaireurs rapportaient que les soldats passaient le territoire au peigne fin et que leur trajectoire actuelle les mènerait droit au campement sous 2 jours. Nous devons nous battre. Arga, un des jeunes guerriers. Est notre terre. Et mourir sous leur canon, contra un ancien. Nous devons bouger, trouver un terrain plus sûr. Il y a plus de terrain sûr, lâcha lourdement 4 ours. Où que nous allions, ils suivent. Les bisons ont disparu. Les territoires de chasse rétrécissent. Maintenant, ils amènent leurs gros fusils pour nous forcer dans les réserves. Élise écoutait, le cœur lourd. Le système des réserves écrasait le mode de vie libre des nomades. Les conditions y étaient souvent effroyables. Nourriture insuffisante, maladies endémiques et destruction systématique des traditions. Étoile du matin, restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole. La femme blanche vit parmi nous depuis 2 hivers. Elle connaît leurs manières. Peut-être peut-elle leur parler.
Tous les yeux se tournèrent vers Élise. Elle sentit le poids de leur regard, mélange d'espoir et de scepticisme. « Je peux essayer, dit-elle prudemment. Mais je ne sais pas ils écouteront. Ce sont des soldats qui suivent des ordres, pas des hommes qui prennent leurs propres décisions. » 4 ours, elle étudia intensément. « Tu es devenue, une des nôtres à bien des égards, Élise Mercier. Ta fille parle notre langue, porte nos vêtements, connaît nos histoires. Retournerais-tu vers le monde des Blancs si tu le pouvais ?» Était une question que Élise était posée maintes fois. « Non, répondit-elle fermement. Est notre foyer maintenant. La place de Rose et la mienne sont ici. » Le chef hocha la tête, apparemment satisfait. « Alors tu iras voir les soldats avec Loup Solitaire et 2 autres. Tu leur diras que nous ne voulons pas la guerre. Nous partirons vers le nord, loin de leur chemin, ils nous le permettent. » Ce n'était pas une solution parfaite, mais c'était mieux que d'attendre une confrontation armée que la tribu ne pouvait pas gagner. Élise accepta, bien qu'elle sentît une pointe d'appréhension à l'idée de faire face à nouveau à des officiers. Ils partirent à aube le lendemain. Élise, Loup Solitaire, et 2 autres guerriers nommés Élan Rapide et aux Silencieuses. Ils chevauchèrent droit vers les soldats, espérant les intercepter avant qu'ils ne soient trop proches du village. Ils repérèrent la colonne militaire vers midi. Une longue ligne des hommes en uniforme bleu à cheval, suivie de chariots de ravitaillement, et comme Loup Solitaire elle avait rapporté, 2 canons tirés par des attelages. Élise sentit un moment de panique à la vue une telle force déployée contre son peuple adoptif. Loup Solitaire sentit sa peur. « Souviens-toi pourquoi nous venons, dit-il simplement. Pour les enfants. Pour Rose. » Ces mots la calmèrent. Ils avancèrent lentement, main levée dans le geste universel de paix. Une patrouille des éclaireurs de la colonne les repéra et approcha avec prudence, fusils armés. « Je suis Élise Mercier, cria-t-elle lorsqu'ils furent à portée de voix. Je souhaite parler à votre officier commandant. » Les éclaireurs, visiblement surpris d'entendre un français parfait venant d'une femme vêtue à la mode indienne, les escortèrent jusqu'à la colonne principale. L'officier en charge, un certain colonel Harrison après ces insignes, les considéra avec suspicion. « Élise Mercier, répéta-t-il. Ce nom est familier. Avez-vous pas été rapportée, morte il y a 2 ans, perdue dans le désert? Les rumeurs concernant ma mort ont été grandement exagérées, répondit Élise. Ma fille et moi avons été sauvés par cette tribu après l'abandon de mon mari. Nous vivons avec eux depuis. Le colonel haussa les sourcils. Et vous êtes ici maintenant en tant que... Quoi? Leur ambassadrice? Je suis ici pour empêcher un bain de sang inutile, dit fermement Élise. Les gens de ce village ne souhaitent aucun conflit avec l'armée. Ils sont prêts à se déplacer vers le nord, loin de votre route de patrouille, si vous leur permettez de le faire en paix. Le colonel Harrison, étudia, puis regarda Loup Solitaire et les autres guerriers. Madame Mercier, vous devez comprendre ma position. Et ordre escorter tous les tribus de ce territoire jusqu'à la réserve du fort. Ce ne sont pas des négociations. Ce sont les termes fixés par le gouvernement. Élise était attendue à cette réponse, mais elle emplissait tout de même des effrois. Colonel, les réserves sont des mouroirs. La maladie, la famine, les abus des agents. Vous le savez aussi bien que moi. Mes ordres ne concernent pas les conditions dans la réserve, dit Harrison, bien qu'une lueur d'inconfort traversa son visage. Seulement de livrer les Indiens là-bas. Élise prit une profonde inspiration. Et qu'en est-il de moi et de ma fille? Nous ne sommes pas de leur sang, mais nous vivons comme membres de la tribu. Nous forcerez-vous à aller à la réserve aussi? Cela fit clairement marquer une pause au colonel. Vous pourriez retourner à la société civilisée, suggéra-t-il. Il y a des missions, des sociétés d'aide aux femmes. Ceci est ma société maintenant, interrompit Élise. Ces gens nous ont sauvés quand les nôtres nous ont laissés mourir. Ma fille ne connaît pas autres vies. Elle soutint son regard directement. Et je ne les abandonnerai pas comme mon mari nous a abandonnés. Un silence tendu ensuivit. Finalement, Harrison soupira. Je peux vous donner 3 jours. Dites à votre peuple de quitter cette zone ici-là. Si nous les rencontrons après ce délai, je aurai autres choix que de les escorter au fort par la force si nécessaire. Ce n'était pas une victoire totale, mais était un sursis. Élise hocha la tête. Merci, colonel. Alors qu'il chevauchait vers le village, Élise ressentait à la fois du soulagement et de la tristesse. La tribu devrait bouger encore, plus loin du monde blanc envahissant, mais au moins avaient-ils évité le conflit immédiat. Tu as bien parlé, dit Loup Solitaire alors qu'il voyageait. Tes paroles portent une grande force.
Pas assez grande, répondit Élise. Nous sommes toujours forcés de partir. Mais nous partons ensemble, souligna Théil. En tant que peuple. Est une victoire suffisante pour aujourd'hui. À leur retour, Élise rapporta le résultat au conseil. Les préparatifs du départ commencèrent immédiatement. Les tentes furent démontées, les possessions empaquetées, les chevaux rassemblés. Rose aida la fille de Colombe à collecter leurs petits trésors, les deux fillettes bavardant dans un mélange de dialecte et de français. Alors que le crépuscule tombait sur leur dernière nuit dans la vallée, Élise se tenait sur un petit promontoire surplombant le camp démantelé. Loup solitaire la rejoignit, sa présence silencieuse réconfortante par sa familiarité. « Où irons-nous » demanda-t-elle. « Au nord, puis à elle, répondit-il. Il y a des montagnes où les soldats ne vont pas facilement. Nous pouvons trouver de nouveaux territoires de chasse. Et quand ces terres seront prises aussi ?» La question pesait sur son esprit. Loup solitaire resta silencieux un long moment. Le monde change comme le lit une rivière change de course. Nous ne pouvons pas arrêter. Nous pouvons seulement couler avec lui. Trouver un nouveau chemin. Il se tourna pour lui faire face entièrement. Mais nous ne affrontons pas seuls. Dans ses yeux, Élise vit quelque chose qui avait grandi entre eux au cours des 2 dernières années. Une connexion plus profonde que l'amitié ou la gratitude. À la manière de son peuple, cela n'avait jamais été dit directement, mais c'était là. Dans sa protection, dans ses enseignements, dans son soin pour Rose. Non, approuva Théil doucement. Pas seul. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombrissant, Élise songea à l'étrange voyage qu'elle avait mené ici. De la fille un soyeux lyonnais à une épouse de la frontière, une mère abandonnée à un membre adopté un clan nomade. Chaque étape avait semblé être une fin sur le moment, mais était révélée être un commencement. Demain, ils quitteraient cette vallée, marchant vers un futur incertain. Mais ils affronteraient ensemble. Élise, Rose, Loup solitaire et ceux qui étaient devenus leur famille dans un monde déterminé à les séparer. Leur unité était sa propre forme de résistance. Leur amour les uns pour les autres, une défiance silencieuse. Comme s'il lisait dans ses pensées, Loup solitaire tendit la main et prit la sienne, un geste traversant les frontières culturelles, parlant une langue que tous deux comprenaient. Ensemble, ils regardèrent les étoiles émerger, points brillants de constance dans un monde en perpétuel changement.